Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre rendez-vous pour Cinéphile Insomniaque, bienvenue dans Somniloque, notre moment de discussion entre cinéphiles insomniaques qui nous permet, le temps d'un petit podcast qui s'enregistre ce soir sous un léger crachin hivernal, d'oublier que nous allons tous mourir. Voilà, mais finalement, le mystère de la tragédie humaine, c'est un petit peu ce qui se reflète dans la relation mystérieuse que le spectateur entretient au cinéma, la thématique du mystère qui est d'ailleurs quelque chose qu'on avait évoqué dans l'épisode précédent en s'interrogeant sur l'identification au cinéma. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast précédent si c'est pas déjà le cas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit dans ce podcast-là qui vont nous servir pour développer un propos dans celui-ci. Mais contrairement à la semaine dernière, là où on était resté dans, on va dire, une interrogation un petit peu plus fascinée face au mystère du cinéma, comment est-ce que nous, spectateurs, pouvons nous projeter et tisser un lien avec une image que l'on sait être un mensonge, voilà le paradoxe du rapport entre le spectateur et l'œuvre d'art. Là, cette semaine, il s'agit d'un autre type de mystère, puisque c'est l'obsession qu'ont certains cinéphiles et certains spectateurs à vouloir absolument le percer, à vouloir résoudre justement ce mystère, et c'est ce dont on va parler cette semaine à travers la thématique de l'analyse de films, qui est le sujet que vous avez plébiscité sur les réseaux sociaux, parce que je vous le rappelle, vous pouvez voter toutes les semaines @Dex et le cinéma sur Twitter et Instagram pour déterminer le sujet dont on parle dans le prochain épisode du podcast. Et donc c'est le geste analytique, le fait d'analyser un film qui vous a intéressé cette semaine, et c'est évidemment de ça dont nous allons parler. Mais juste avant, je voulais remercier les personnes qui ont pris la peine et qui ont suffisamment cru en moi, en tout cas depuis tout ce temps, pour donner sur mon compte Patreon que j'ai ouvert la semaine dernière, qui est une sorte de Tipeee, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc j'aimerais vous remercier beaucoup de la confiance que vous m'avez accordée, du fait que vous avez cru dans ce que je fais depuis toutes ces années, et que vous croyez d'autant plus dans ce que je vais faire prochainement, que ce soit en podcast, en court-métrage, ou même en vidéo plus généralement. Voilà, je voulais vous remercier de cette confiance, et je voulais rappeler à ceux qui n'avaient pas, peut-être qui n'étaient pas au courant tout simplement que j'avais ça, que vous pouvez désormais me soutenir, que le lien est dans la description, mais nous allons dès à présent retourner à la question du cinéma. Voilà, le petit moment un petit peu auto-promo a été fait. Mais restons sur cette question de l'analyse de film, parce que c'est vrai que c'est une question, d'une part, qui crée une scission entre les différents spectateurs, puisque le grand public déteste les cinéphiles, et les cinéphiles détestent le grand public, pour la bonne et simple raison que il y a une catégorie de spectateurs qui s'enorgueillit justement d'avoir les possibilités, d'avoir les capacités analytiques de l'image, qui sont donc les cinéphiles, et puisque j'imagine que avoir quelque chose, en tout cas s'interroger plus profondément sur ce qu'on regarde, nous confère une sorte de statut qui nourrit notre narcissisme et qui permet donc de mépriser les autres personnes, voilà, qui est toujours une vision assez intéressante qu'ont certaines personnes du cinéma, qui n'est évidemment pas la mienne. Moi je considère que le cinéma n'est que positivité, et que si justement on adhère à une œuvre qui n'a pas connu le succès ou qui n'a pas rencontré le grand public, notre rôle c'est justement de faire interagir le grand public avec cette œuvre, d'essayer de lui expliquer pourquoi est-ce que c'est une œuvre géniale, et d'essayer de le convaincre de la découvrir, plutôt que de lui dire « Haha, grand public de merde, toi qui ne regardes pas le dernier film de Hong Sang-soo parce que tu n'es qu'un connard », c'est une vision du cinéma tout de même assez restrictive et assez peu universaliste, qui n'est pas la mienne, et qui est évidemment contre tout ce que je prône, que ce soit à travers ce podcast, ou à travers tous les contenus que je peux proposer. Mais ce qui est intéressant dans le geste d'analyse, outre le fait que ça crée, voilà, ça nourrit le narcissisme de certains connards et de certaines connasses, puisque n'oublions jamais la jante féminine dans notre détestation de l'humanité en général, c'est que c'est un geste qui d'une part ne va pas de soi, comme toutes les choses voilà, qui paraissent évidentes, et dont surtout on peut s'interroger sur la pertinence. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'analyser un film ? Alors, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs définitions qui ont été données par différents théoriciens, par différents historiens du cinéma sur cette question-là. Mais globalement, ce qui revient toujours, et ce qui, on va dire, l'acceptation commune du geste analytique de cinéma, et c'est plutôt sur ça dont on va se baser dans ce podcast-là pour développer une réflexion autour de la question de l'analyse, c'est que analyser un film, ce serait décrypter l'image, décrypter, justement, chercher le sens qu'il y a derrière ce que le film nous offre a priori. C'est-à-dire qu'il y a ce pari en fait qui est fait face à l'œuvre d'art dans le geste analytique, que l'œuvre nous cache quelque chose. Que le film n'est pas honnête avec nous, n'est pas clair dès le départ, et que nous, notre rôle en tant que spectateur éclairé, et je mets éclairé avec des guillemets et je le prononce avec un ton moqueur, vous vous en doutez bien,
Notre rôle, c'est d'aller chercher ce qu'il nous cache et en fait d'entrer dans une sorte de rivalité avec celui qui a crypté le message et justement pour lui prouver que nous, on est parfaitement capable de comprendre ce que le film veut réellement dire et que donc, on est finalement des gens très intelligents et que nous sommes donc ainsi parfaitement nourris narcissiquement quand on regarde un film. C'est une position qui me paraît complètement conne pour de nombreux points, et qui surtout implique beaucoup de choses dont on va parler au fur et à mesure du podcast, mais qui sont pour moi contraires à ce qu'est l'expérience même du cinéma, y compris si on regarde le cinéma dans l'objectif de l'analyser. Tout d'abord, la première chose qui me déplaît fondamentalement dans cette position vis-à-vis de l'analyse de film, c'est que le film nous cache quelque chose. Alors ça, c'est un truc que je n'ai absolument jamais compris, c'est-à-dire que cette idée que le sens véritable du film n'est pas dans le film tel qu'on le regarde, mais est dans un ensemble, voilà, dans une sorte de message codé qu'il faudrait comprendre pour prouver quelque chose à quelqu'un, ou pour... Voilà, cette idée en fait que le cinéma est par définition mystérieux, et que par définition, un bon film serait un film qui cache suffisamment bien son message, son propos véritable, son expérience esthétique véritable, pour pousser le spectateur à user de tout un tas de techniques pour le challenger en quelque sorte, pour aller chercher le véritable sens. C'est une vision qui est strictement, on va dire, universitaire du cinéma, puisque vous écoutez tous les cinéastes, et je mets cinéaste.e.s, parce qu'évidemment les femmes sont incluses là-dedans, du monde, vous diront « Mais quelle bande de petits connards, de petites connasses qui pensaient ça ?» Puisque le principe même d'un film, c'est justement de véhiculer non pas quelque chose de secret, mais quelque chose d'universel. Le cinéma est vecteur d'émotion. Par conséquent, dans quel est l'intérêt, dans quelle mesure est-ce qu'un metteur en scène ou une metteuse en scène aurait intérêt à cacher quoi que ce soit à son spectateur ? C'est-à-dire que l'objectif d'une œuvre d'art, c'est donc de proposer une expérience esthétique, et cacher l'expérience esthétique véritable derrière un ensemble de signes qu'il faudrait décoder, ce serait d'une part une perte de temps, et surtout ce serait une façon... En fait, ce serait pour un metteur en scène se couper totalement l'herbe sous le pied, c'est-à-dire partir du principe que, de toute façon, il y a plein de spectateurs qui ne vont pas faire l'effort de décrypter son message, et que donc, en fait, il va se priver de l'amour et du fait que plein de spectateurs vont ressentir quelque chose en regardant son œuvre. Ce qui est évidemment complètement con et complètement stupide. Je veux dire, aucun metteur en scène, aucune metteuse en scène n'aurait pour objectif, en réalisant une œuvre, de priver un certain nombre de spectateurs de la possibilité de recevoir cette œuvre. Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment pour penser qu'un metteur en scène ou une metteuse en scène est dans cette optique-là, justement, de différenciation des spectateurs, et que son film nécessite de l'analyse pour être apprécié, c'est un metteur en scène qui, d'une part, n'a rien compris à ce que c'est l'art, n'a rien compris à ce qu'est le cinéma, et qui, surtout, milite contre l'universalisme du cinéma, contre le fait que chaque spectateur pourrait entrer en interaction avec son œuvre, et c'est un petit peu un connard ou une connasse, lui à son tour, qui pourrait... qui ne mérite pas vraiment notre attention. Enfin, je veux dire, un metteur en scène ou une metteuse en scène qui offre une expérience qui n'a de sens que si elle est décryptée, je veux dire, fait pas de film. Je veux dire, conçoit des Rubik's Cube, conçoit des casse-têtes. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu ça, le concept du film. Et puis alors, les cinéphiles, ou les spectateurs en général d'ailleurs, qui tombent dans ce piège de se dire « Ah, nous allons décoder le sens véritable du film », qui est quelque chose qu'on a beaucoup vu par exemple à travers Tenet, et à travers le fait qu'on a tous commencé à discuter du sens véritable du film, c'est-à-dire comme si ce que le film veut réellement dire, comme si le scénario, le propos, l'expérience esthétique du film n'était pas directement accessible à l'écran, ce qui est quelque chose qui me paraît fondamentalement absurde. Et même si je me suis livré moi aussi avec ça, je me place pas du tout justement au-dessus de ceux qui ont été dans cette position, dans ce geste que je critique là maintenant, j'ai fait ça aussi, et aujourd'hui, rétrospectivement, ça me paraît complètement stupide d'entrer dans ce geste-là, dans cette optique-là, tout simplement parce que l'analyse ne consiste pas à chercher les signes que nous cache un film, mais plus simplement, selon moi, en tout cas c'est la position que je vais défendre au long de ce podcast, à se demander pourquoi. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'un metteur en scène, une metteuse en scène, a pris cette décision-là plutôt qu'une autre ? Le cinéma est un ensemble de décisions qui, mises bout à bout, provoquent un résultat dont l'objectif est de transmettre une émotion au spectateur. Ça, c'est quelque chose dont, pour moi, il faut reparler et remettre sur ses bases, c'est que le principe d'une œuvre, ce n'est pas de tenir un discours intellectuel.
Une œuvre parle au cœur de son spectateur d'abord. Après, évidemment, il peut y avoir un message, une réflexion derrière la transmission de cette émotion, mais le fondement de l'art, c'est l'émotion. On va au cinéma pour vibrer, pour pleurer, pour être intéressé par le travail de recherche esthétique d'un metteur en scène, pour ressentir quelque chose qui est de l'ordre du sensible. Le cinéma est une expérience esthétique. Comme toutes les œuvres d'ailleurs, comme tous les registres d'art, je ne parle pas uniquement du cinéma en disant ça. Une œuvre dont l'objectif serait de s'adresser non pas à la partie sensible de notre expérience du monde, mais à notre cerveau, c'est-à-dire à notre capacité à intellectualiser les choses, ça n'existe pas. Alors évidemment, quand je dis que ça n'existe pas, il faudrait relativiser cette affirmation, parce qu'il y a des œuvres qui ne s'adressent qu'à notre dimension intellectuelle, mais ce sont des œuvres que j'ai du mal à qualifier comme étant du cinéma. Par exemple, prenons, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, les films de Guy Debord, qui est quelqu'un en gros qui faisait des anti-films. Hein, vous savez, c'est ce fameux extrait, enfin c'est plutôt des courts-métrages d'ailleurs que des films entiers, mais c'est ce fameux extrait du mec qui disait « Ce que vous regardez n'est pas un film, vous qui voyez ce film, vous avez apprécié trop d'autres choses pour vraiment pouvoir l'apprécier, et donc, etc. » Enfin je veux dire, c'est une proposition qui n'a de toute évidence pas du tout pour objectif de nous transmettre une quelconque émotion. Je veux dire, moi, quand je regarde un film de Guy Debord, mon expérience sensible de l'œuvre d'art est à zéro, mais c'est une œuvre qui a pour objectif de me faire réfléchir sur quelque chose, ou en tout cas d'activer mon intellect, mais est-ce le champ d'action de l'art d'activer l'intellect de son spectateur, ou alors est-ce que ce serait plutôt le champ de l'essai, par exemple, de la philosophie? Quand on philosophe sur quelque chose, notre objectif n'est pas de ressentir quelque chose qui est de l'ordre du sensible, d'éprouver une expérience esthétique de quoi que ce soit. Une pensée, c'est fait pour nous faire réfléchir. Et est-ce que le cinéma est fait pour nous faire réfléchir dans un premier temps? Parce qu'il y a encore une fois des films qui peuvent susciter chez nous une réflexion, mais est-ce que l'objectif d'une œuvre d'art est de provoquer une réflexion? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Et si on part du principe, comme je le fais là devant vous en cet instant, que l'objectif d'une œuvre d'art est par définition de provoquer chez nous une expérience sensible, c'est-à-dire, pour faire très schématiquement et très métaphoriquement, parce qu'on aime les métaphores ici, de s'adresser à notre cœur plutôt qu'à notre tête, alors venir analyser une œuvre devient tout de suite totalement différent. Analyser ne revient plus à se dire qu'est-ce que le metteur en scène me cache, mais à se demander pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision. Le metteur en scène, et encore une fois, c'est pas quelque chose que moi j'invente là maintenant pour ce podcast, il suffit d'écouter les metteurs en scène parler, parce que c'est toujours plus intéressant, à mon avis, pour comprendre une œuvre d'art, d'écouter les artistes eux-mêmes que d'écouter ceux qui font leur profit en déblatérant sur ce que les artistes voudraient soi-disant dire. C'est toujours plus intéressant de revenir à la source, quand même, d'aller écouter l'artisan plutôt que le critique ou plutôt que l'historien. L'artiste veut me transmettre une émotion. L'artiste veut que, moi, regardant son film, je sois dans un certain état d'esprit, je fasse une expérience sensible, déterminée, que lui cherche à provoquer chez moi. Donc la question qu'on en vient à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait le plan de telle manière? Pourquoi est-ce qu'il a mixé le son de telle manière? Pourquoi est-ce que le raccord entre les deux plans, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'il me filme pendant aussi longtemps cet élément qui, a priori, paraît anodin? Pourquoi est-ce que l'acteur joue comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a choisi tel type de focale? Pourquoi est-ce qu'il a choisi... En fait, pourquoi parmi tous les choix possibles et imaginables qu'il y a dans la façon de mettre en scène, enfin je veux dire, prenons l'exemple tout simple des focales, ok, il a tourné en 13 mm, pourquoi pas en 16, pourquoi pas en 18, pourquoi pas en 20, pourquoi pas en 22, pourquoi pas en 24, vous voyez ce que je veux dire, c'est que il a fait un choix très précis, sachant que rien de ces éléments que nous analysons, la focale, le cadre, le montage, la musique, le mixage son, le jeu des acteurs, ne nous est caché. C'est simplement se dire, ok, il a pris cette décision-là parmi les milliards de possibilités de filmer une scène. Pourquoi? Et analyser le film dans cette dimension-là, ce n'est absolument pas se dire, ah, je vais comprendre quel est le vrai sens qu'il y a derrière, etc. Non, le vrai sens, il m'est déjà exposé. Ce que fait l'analyse de film, ce qu'elle devrait faire, c'est décortiquer, entre guillemets, l'argumentation de ce sens. Un film ne me cache rien. Le travail d'analyse, c'est comprendre comment il me le dit. Pas comment il veut vraiment le dire.
Pour reprendre Tenet, par exemple, qui est un film sur lequel on a beaucoup glosé, est-ce que Christopher Nolan, son objectif en tant que metteur en scène, c'était que on se pose tout un tas de questions et qu'on cherche le sens véritable du film, ou est-ce que c'était de nous proposer une expérience opaque par définition? Et si, en fait, l'objectif de Tenet était tout simplement de nous perdre, et que le sens du film, c'était ça. C'était la perdition qu'il provoque chez le spectateur. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on aborde maintenant, c'est que l'analyse n'est pas déconnectée des émotions. Comme je le disais, l'analyse, ce n'est pas chercher un autre sens qui provoquerait une autre émotion, c'est partir de nos émotions que l'on ressent déjà devant le film et se dire comment se fait-il que je ressente ces émotions-là. Parce que si je ressens cette émotion-là, c'est que c'est ce que le metteur en scène a voulu que je ressente. Si je suis triste, c'est que le metteur en scène l'a voulu. Et si mon objectif en regardant l'œuvre, ce n'est pas simplement de profiter de cette tristesse au premier degré, mais de me demander pourquoi est-ce que je ressens cette tristesse, alors on peut regarder. Et en disant ça, en fait, j'ai conscience que cette position sur l'analyse, ça revient presque à dire que l'analyse, en fait, c'est pas qu'elle est inutile, mais c'est qu'elle perd, entre guillemets, de son intérêt. C'est-à-dire que regarder, je sais pas moi, par exemple, Mulholland Drive, et se dire, mais alors attends, s'il faut regarder Mulholland Drive sans se demander quel est le sens caché derrière Mulholland Drive, quel est l'intérêt de regarder ce film de David Lynch? Eh bien, de faire l'expérience de la perdition. Moi, regardant Mulholland Drive, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, alors, je comprends rien, il y a une ambiance à la fois glamour et glauque, les deux G, glamour et glauque, et je me sens voguer, il y a quelque chose d'assez proche du rêve, etc. Et si, en fait, l'objectif de Lynch, c'était ça. C'était de me placer dans une errance obscure, c'était d'adopter l'esthétique du rêve, et que donc, moi, regardant le film, je me retrouve dans la position du rêve. Parce que Lynch, il n'est pas complètement débile. Je veux dire, Lynch, il sait très bien que il peut construire son film de façon hyper simple, hyper premier degré. Or, moi, je suis perdu en regardant le film. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à décoder? Est-ce que c'est un puzzle éclaté qu'il faut que je réassemble? Ou pas? Ou est-ce que, justement, moi, en tant que spectateur, regardant Mulholland Drive, mon rôle, à moi, celui que me donne le metteur en scène, c'est tout simplement de me dire, c'est ça que je dois ressentir. Le sens du film, c'est ça. Le sens même du film est d'être mystérieux. Et donc si je dois analyser Mulholland Drive, ce que je vais faire, c'est pas dire oui, mais en fait la clé bleue c'est un symbole de ça et tout, etc. Non, c'est de me dire ok, le film chez moi provoque un sentiment de perdition. Du coup, je vais regarder ce que fait David Lynch et je vais comprendre comment est-ce qu'il fait naître ce sentiment chez moi. C'est-à-dire que ce que je cherche, ce n'est pas le sens du film, ce n'est pas le discours du film dans le geste d'analyse, c'est la façon, entre guillemets, dont il construit ses phrases, dont il met la ponctuation, la façon qu'il a de faire en sorte que son discours aboutisse de cette manière-là précisément. Et regarder un film dans cette optique-là, regarder un film de cette façon-là, avoir un geste d'analyse de cette façon-là, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus réjouissant que d'immédiatement partir du principe qu'en fait le film nous ment et que tout est métaphorique et qu'il faut absolument tout décortiquer pour comprendre. Non. Faire ça, c'est nier l'émotion que le film me provoque a priori. C'est nier le fait que l'émotion est le sens même de l'œuvre d'art. C'est dévitaliser l'œuvre. C'est rejeter justement la démarche même de l'œuvre parce que je me sens obligé de lui donner un autre sens pour que cette œuvre soit qualitative. Je trouve ça triste, moi. Je trouve ça triste que lorsqu'on regarde Mulholland Drive, on veut absolument comprendre le sens caché du film. Alors que l'objectif même du metteur en scène, de toute évidence, puisque personne n'a compris Mulholland Drive au premier visionnage, le sens même du film,
c'est de nous perdre. C'est de provoquer chez nous ce sentiment d'hésitation face au sens. C'est de nous mettre dans une atmosphère de cauchemar. Et l'analyse de film, c'est juste ça. C'est simplement constater ça et regarder comment Lynch agence ces différents éléments qui sont à sa possession pour provoquer ça chez moi. Et faire ça, c'est beaucoup plus respectueux du travail du metteur en scène que d'essayer de lui inventer des visées, que d'essayer de dire « Non, mais en fait, ce qu'il y a à l'image, c'est pas ce que Lynch a vraiment voulu dire. » Déjà, qu'est-ce que t'en sais ? Enfin, c'est pas ce qu'il a vraiment voulu dire. En fait, l'image n'a pas de sens par elle-même, mais c'est moi qui vais lui trouver un sens. On disait en début de podcast que l'analyse servait à nourrir le narcissisme, mais vous vous rendez compte du narcissisme qu'il y a à dire que c'est le geste d'analyse lui-même qui va donner un sens au film. Mais allez vous faire foutre. Vous ne respectez pas le cinéma. Je veux dire, si vraiment vous regardez un film dans l'optique de dire attends, excusez-moi là, pause, voilà, donc en fait je vais vous expliquer ce que l'image veut réellement dire, vous n'avez rien compris à ce qu'est le cinéma. Alors après, je sais, parce qu'il y a... Forcément, c'est tout de suite ce qui nous vient à l'esprit quand je peux dire ça. Oui, il y a des films dont l'objectif est d'être strictement intellectuel. Il y a des films qui sont des dissertations intellectuelles. Il y a des films... Bon, j'arrive pas vraiment à avoir d'exemple là quand je vous le dis, parce que, encore une fois, même si on prend David Lynch, pour moi, l'objectif de David Lynch n'est pas d'être décodé, mais bon, partons du principe qu'il y a des films, alors, faudrait voir lesquels, mais qu'il y a des films qui n'ont d'intérêt qu'à être décodés. Mais encore une fois, lesquels ? Enfin, je veux dire, voilà, en fait, j'avais envie de prendre un contre-exemple pour dire que voilà, ce que je disais n'était pas un absolu et qu'on pouvait ensemble voilà, réfléchir sur d'autres exemples, parce que c'est toujours important, même quand on tient des propos comme ça, de les nuancer, et je suis le premier à vouloir nuancer évidemment ce que je dis, mais en fait, j'ai pas d'exemple. Je n'ai pas d'exemple de film qui n'aurait d'intérêt qu'à être décomposé. Alors après, pour le coup, bah, les commentaires sont là pour ça, et peut-être que vous pourrez me trouver un exemple d'un film qui n'a d'intérêt justement, qui justement pour être réellement expérimenté d'un point de vue esthétique, doit être décodé. Bah écoutez, si vraiment vous avez un exemple comme ça, donnez-le moi, parce que je serais assez surpris de voir ça. Là, je vais vous dire un truc, en enregistrant ce podcast, là sous les yeux, j'ai Alien Covenant, en fait, voilà, sous les yeux. Et c'est vrai que, par exemple, Alien Covenant est un film qui est très référencé, qui propose énormément de choses. Mais est-ce qu'encore une fois, ces références sont essentielles à la compréhension du film ? Alien Covenant est un film qui veut susciter chez nous un sentiment d'effroi et qui veut nous rappeler, éveiller une sorte de tropisme spirituel en faisant des références à la mythologie, etc., pour ancrer cette menace et cet effroi dans une dimension divine. Est-ce que le fait de ne pas comprendre précisément à quoi le film fait référence pour y parvenir nous empêche de ressentir cette émotion-là ? Après, le geste d'analyse sur ce film, ce serait de regarder à quoi Scott fait référence et pourquoi est-ce qu'il prend ces références plutôt que d'autres. Mais se demander ça, c'est se demander comment il construit son discours. Pas quel est son discours véritable. Et je suis moi-même surpris, je vous ai en enregistrant ce podcast, de me dire que c'est Alien Covenant qui va nous servir de parfait exemple pour illustrer ce que je veux dire. L'analyse est un geste de communion avec le cinéaste. Je pense que c'est pour ça qu'on veut tous analyser les films, parce que c'est une façon de se rapprocher de ce que l'artiste a voulu nous proposer, de nous rapprocher de sa démarche à lui. Lui a créé quelque chose, et moi, à ma manière, je vais rendre hommage à sa création en m'interrogeant sur la manière dont il en est arrivé à ce stade-là. Mais vouloir absolument chercher autre chose, c'est nier la création. Parce que le sens même de l'art, c'est de nous provoquer des émotions. Et ces émotions n'ont pas besoin d'un discours intellectuel pour survenir. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, et qui viendrait à se demander si le geste analytique a un sens. Et si quelqu'un qui n'analyse pas le film ne le comprend pas, eh ben je suis pas sûr, moi. On peut aimer des films, on peut ne pas aimer des films, mais le fait de ne pas chercher à voir comment se construit un discours,
ne nous empêche pas de recevoir ce discours. Sinon, je prends un exemple très bête, mais sinon, les enfants, par exemple, qui regardent un film, seraient totalement incapables d'apprécier une œuvre d'art. Oui, parce qu'ils n'ont pas les capacités pour... voilà, ils sont un peu cons, les enfants, donc ils n'ont pas cette capacité à décoder, s'il faudrait décoder, à décoder l'œuvre. Et finalement, ce que je veux conclure de tout ça, de cette position que j'ai sur l'analyse de film, c'est que le mystère du cinéma, il existe, ce mystère-là, mais pour moi, ce n'est pas un mystère qui peut être percé. C'est justement la dimension spirituelle du cinéma. Le fait qu'il y a des paradoxes internes dans la relation qu'entretient l'image au spectateur, et ce sont des choses qu'on ne peut pas percer à travers des métaphores, à travers des figures de style, etc. Observer la figure de style d'un metteur en scène, c'est se dire « Ah, c'est intéressant, il a voulu que je ressente ça, et lui, sa manière à lui d'y arriver, c'est de faire ça. » Mais le fait qu'il ait fait une figure de style ne veut pas dire que le film dit soudainement autre chose que ce qu'il dit préalablement. En tout cas, fondamentalement, je ne le crois pas. Je crois que justement, l'œuvre d'art est par définition universelle, et que s'interroger sur l'art, c'est se demander comment est-ce que l'on construit cette universalité. Pas comment est-ce que on pourrait faire en sorte que le film ne soit d'un seul coup plus universel et s'éloigne de la plupart des spectateurs pour se dire « Non mais il n'y a que moi qui ai compris le film, on n'est que entre nous, et nous on a véritablement compris ce que le film a réellement essayé de faire. » C'est triste comme vision des choses. C'est triste comme geste de spectateur, plus généralement, de partir du principe qu'un film nous ment. Parce qu'évidemment que le cinéma nous ment, le cinéma n'est que mensonge, tromperie et manipulation, c'est normal. Il y a d'un ensemble de décisions qui sont faites pour que nous ressentions certaines émotions à un moment donné. Mais ces émotions, elles ne sont pas des mensonges. Et le seul geste analytique qui vaille, c'est rendre hommage à ces émotions-là, parce que c'est la seule manière que l'on aura de rendre véritablement hommage au travail de l'artiste qui les a générés chez nous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, à travers la question de l'analyse de films. Peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça, et probablement, mais vous savez, nous ne sommes plus à un ennemi près sur cette chaîne YouTube et à cause de ce podcast. En tout cas, voilà, c'est une vision de l'analyse de films que j'ai, qui me paraît d'une part beaucoup plus réjouissante, et surtout qui permet d'appréhender l'œuvre sans la dévitaliser en fait, sans partir dans des trucs tellement loin qu'on en viendrait à oublier ce qu'on a sous les yeux. Et ce que l'on a sous les yeux, ce sont des images, ce sont des personnages, c'est une histoire. Et c'est ça qu'il faut regarder. Vouloir absolument aller chercher un mystère autre, chercher le sens caché qu'il y a derrière, c'est ce qu'on fait tous. C'est une sorte de tropisme humain, c'est ce qui nourrit les théories du complot, c'est quelque part ce qui nourrit aussi les religions, par exemple. Penser qu'il y a un sens autre, qu'il y a autre chose qui ne nous apparaît pas clairement et qu'il faut aller chercher et qu'il faut décoder. Je pense que c'est un leurre de faire ça. En tout cas, c'est la position que je défends. Les choses, on peut les constater et se demander pourquoi elles ont lieu, ne vient pas à nier le fait qu'elles aient lieu. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, je sais pas si ce que je dis, à défaut que vous y adhériez totalement, en fait, peut-être que ça pourrait nourrir la vision que vous avez des choses. Et de toute façon, moi, ça a toujours été ça, mon objectif avec ces podcasts, c'est pas forcément de me donner raison à tout prix, mais c'est plutôt que ensemble, à travers chacun notre vision des choses, notre subjectivité, on puisse arriver à une vision un peu plus globale, un peu plus commune, que l'on pourrait qualifier d'objective par l'interaction de nos subjectivités, de ce qu'est le cinéma. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas du tout fini d'aborder ces fantastiques et interminables plates-bandes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous pouvez aller voter pour le sujet sur mes réseaux sociaux. Merci d'être resté jusqu'au bout à cette heure tardive. J'espère que vous ferez de beaux rêves, remplis de questionnements hyper complexes sur le sens même de l'analyse filmique. Voilà, c'était un sujet un petit peu ardu ce soir. Et si vous l'écoutez ce matin, écoutez, j'espère que les exigences intellectuelles qui s'imposeront à vous, de se dire « Est-ce que je dois analyser vraiment le sens véritable du monde ou simplement m'y laisser bercer ?» vous motiveront à affronter la journée qui arrive. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de cinéma. N'oubliez pas de regarder des films. Salut tout le monde.